Pour Antenne 2, le professeur Olivenstein parle de la recrudescence de la drogue. Service religieux à Windsor pour le 25e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elisabeth. La pêche, un des problèmes de la Bretagne avant la visite de Valéry Giscard d'Estaing. Il fallait jouer dans l'ordre le 16, le 18 et le 15. Madame, Monsieur, bonsoir. La drogue parmi nous, c'est le premier de nos titres, peut-être un peu accrocheur, et pourtant, il nous est inspiré par l'affaire de Caen cette semaine, la mort de 2 jeunes gens par overdose, absorption massive de drogue. Depuis la découverte des victimes, et il y en a peut-être d'autres, 4 inculpations ont été prononcées à l'encontre de jeunes gens, des jeunes qui viennent de tous les milieux. Vincent, 19 ans, est le fils du sénateur-maire de la ville. Jean-Yves, l'une des victimes, était ouvrier à la chaîne. Nous avons entendu le père de Vincent hier soir. Il savait depuis 9 mois que son fils se droguait. Il avait demandé que l'on améliore les moyens dont on dispose pour enrayer le développement de l'utilisation de la drogue chez les jeunes. Son fils n'était qu'un de ceux concernés. Il y a des problèmes de drogue à Caen, dit maître Giraud. Mais pas seulement à Caen, ajoutent bien sûr ceux qui se penchent sur le phénomène. À Belfort, hier, la police a interpellé 15 élèves du lycée de garçons et 4 personnes qui leur vendaient de la drogue, parmi lesquelles un surveillant de lycée. Le docteur Claude Olivenstein étudie depuis longtemps ces problèmes de la drogue et des jeunes. Il a créé en 1971 le centre Marmottan, où l'on essaie d'aider les jeunes face à leur désarroi. Docteur, est-ce que vous avez l'impression que cette affaire de Caen, pour reprendre celle qui est la première de la semaine, est significative de l'évolution de la drogue chez les jeunes en ce moment en France? Elle m'apparaît symbolique, comme vous le soulignez. D'abord, ce sont des jeunes de tous les milieux. Et je dois dire que la déclaration du père, je n'en connais pas la couleur politique, m'a profondément ému parce qu'il parle vrai. Il dit les choses comme elles sont. La drogue peut toucher n'importe quelle famille, n'importe lequel d'entre nous. Et c'est un petit peu pour ça que j'accepte de venir et de tirer un petit peu la sonnette d'alarme. Cette sonnette d'alarme, vous l'exposez dans votre ouvrage paru il y a quelques semaines. Il n'y a pas de drogué heureux, dans la collection vécue de Robert Laffont. Et pour en revenir précisément au père, maître Giraud, c'est un père, bien sûr, avant toute chose, mais ce n'est pas un père comme les autres, c'est un sénateur, c'est un maire d'une ville qui sait que son fils se drogue depuis plus de 8 ou 9 mois et qui n'a pas pu agir pour l'aider. Comment est-ce explicable? Comment est-ce possible? C'est explicable de différentes manières. D'abord, parce que la drogue, c'est pas simplement des gens honteux. Ça touche essentiellement à l'heure actuelle une couche sociale, les jeunes, et parce que ça s'accompagne d'un certain phénomène de révolte. Bon, il a une autre affaire, celle du juge Renaud qui avait mis en prison son fils pour avoir fumé du hashish et qui, en révolte contre cette mise en prison, s'est mise à l'héroïne, à pratiquer l'escalade, l'illustre bien également. Hein. Il s'agit d'un réflexe de solidarité de beaucoup de jeunes, même de ceux qui ne se droguent pas vis-à-vis d'autres. En plus, la répression ne peut rien, à mon sens, ou peut quelque chose, mais d'une façon limitée, si elle ne comprend pas qu'il s'agit d'un phénomène de société et d'un signal symptôme de ce que quelque chose ne va pas dans notre maison. Mais le maire de Caen n'avait pas parlé de répression. Oui, mais je crois que la répression a sa place pour l'arrestation des trafiquants, des vrais, et pas seulement des petits. Mais ça doit s'accompagner d'un ensemble, un ensemble qui comprend l'information, la prévention, l'accueil des garçons et des filles, puisque quand ils sortent soit d'un hôpital, soit d'une prison, ils sont complètement démunis, ils sont complètement désemparés. Et le maire de Caen a parfaitement dit, pour en faire des garçons et des filles qui acceptent la règle du jeu de la convivialité et de la cité, il y a un énorme effort à faire. C'est un travail extrêmement long, extrêmement pénible. Donc la chose se situe en aval. Et ce qui m'a ému dans la déclaration du maire de Caen, c'est qu'il a, semble-t-il, compris qu'il s'agit d'un minimum d'authenticité, d'un minimum de présence dans la cité. Bon, c'est ce que j'essaye de dire aussi. Vous avez dit que pour le fils du juge Renaud, il y avait eu gradation dans l'utilisation d'une drogue légère et puis dure. La drogue la plus dure n'est pas la plus chère? La drogue la plus dure et la plus chère actuellement, le gramme d'héroïne, à Paris, se vend entre 600 francs et 700 francs le gramme. Or, pour se droguer, il faut entre 1/4 et 1 gramme 1 gramme par jour. Ça représente des sommes colossales. Ouais. D'où d'ailleurs aussi un des phénomènes de diffusion, c'est-à-dire qu'un toxicomane, pour
avoir sa dose, va faire du prosélytisme et va en vendre à d'autres. On peut estimer à combien le nombre de drogués aujourd'hui en France? S'il s'agit d'usagers intermittents de différentes formes, variées et variables, et je ne voudrais pas faire trop l'amalgame entre les fumeurs de hashish et l'héroïne, ce sont deux problèmes différents, il y a entre 150 000 et 200 000 usagers intermittents. S'il s'agit de toxicomanes lourds, suivant des estimations américaines de calcul très compliquées, on peut les estimer entre 30 000 et 35 000, mais ça va en augmentant de jour en jour. Pour vous donner un exemple, au centre Marmottan, en 72, nous voyons 60 nouveaux cas par mois. Le mois de janvier 77, il y a eu 159 cas par mois, dans le mois. En 72, il y avait 50% d'héroïnomanes. En 77, il y avait 80% d'héroïnomanes. Et il y a de plus en plus d'attaques des pharmacies aussi. Alors là, c'est en effet un effet inverse. Quand il n'y a pas de drogue illégale sur le marché, les garçons et les filles s'attaquent effectivement aux pharmacies. Et l'année dernière, nous avions une moyenne de 3 attaques par jour dans le pays. Vous dites en conclusion de votre ouvrage, je n'ai pas de solution politique à suggérer, pas de mesures sociales à avancer. Vous avez un centre de traitement pourtant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Un ensemble et une réflexion. Je crois profondément qu'il faut que les attitudes des gens et des gens entre les différentes générations changent, qu'il n'y ait pas de racisme anti-jeune et qu'il n'y ait pas de racisme anti-vieux. Je crois que c'est ça le fondement même d'une politique de lutte contre la drogue. Face à cette misère morale, un essai de compréhension. Bien sûr, il faut des centres de soins, bien sûr, il faut une répression, bien sûr, il faut une information, mais ça ne suffira pas. On ne fera que déplacer le problème. Docteur Lievenstein, merci. Il y a 25 ans, le 6 février 1952, Élisabeth, fille aînée du roi George VI d'Angleterre, se trouvait en voyage au Kenya. Et c'est là, en pleine brousse, au cœur d'une réserve de chasse, qu'elle apprenait la mort de son père. Élisabeth, à 25 ans, devenait le 42e souverain du Royaume-Uni, Élisabeth II. Un quart de siècle de règne, d'une Angleterre qui n'avait jamais si bien vécu, pour reprendre le mot de son Premier ministre Macmillan, à celle qui espère aujourd'hui en l'or noir de la mer du Nord pour redorer son blason économique. Il y a 25 ans donc, George VI mourait et Élisabeth rentrait précipitamment du Kenya pour assurer à Londres la permanence de l'institution monarchique. 4 mois plus tard, en juin, Élisabeth accédait au trône après une cérémonie à l'éclat sans précédent et pour la première fois un couronnement sous les caméras de la télévision. La reine donnait au monde l'image de la jeunesse souriante que raffermit la tradition et son respect, une jeunesse d'après-guerre, espérance d'un avenir radieux dans une Angleterre à la tête encore d'un empire. 25 ans plus tard, c'est fort simplement que la reine a suivi un service religieux dans la chapelle royale de Windsor. Certes, il y aura quelques cérémonies plus somptueuses dans les prochaines semaines, mais précisément, on compte sur ces cérémonies pour faire entrer quelque argent dans les caisses de la Banque d'Angleterre. Car l'Empire aujourd'hui n'est plus. La Grande-Bretagne a tourné le dos au grand large pour ancrer son destin à celui moins brillant, juge-t-elle, de l'Europe. Et aujourd'hui, le prince Philippe fait le bilan de ces 25 dernières années. L'avenir prospère a été gâché, dit-il, gâché par des gouvernements qui ont introduit de plus en plus de contraintes, de plus en plus de lois, qui ont laissé se développer l'inflation, une inflation qui touche aussi le couple royal, dont on ne peut pas dire en voyant ces images qu'il donne l'impression de l'abondance. Scandale s'offusque les travaillistes, la famille royale a reçu une augmentation de 45 000 francs par semaine, tirée de la poche des travailleurs. Toutefois, et malgré ces sons discordants, la couronne, qu'on ne s'y trompe pas, est restée l'institution britannique la plus solide et ce couple le plus respecté des Anglais. Une indiscrétion qui reste à vérifier du quotidien londonien Sunday Express. Il se pourrait que Jackie Onassis devienne le mois prochain ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne. La veuve du président Kennedy succéderait à Madame Anne Armstrong, l'actuelle ambassadrice à Londres, qui doit rejoindre les États-Unis dans quelques semaines. Nous n'en sommes pas là. L'affaire du jour à Washington, c'est la décision d'expulser l'un des correspondants de l'agence soviétique TASS aux États-Unis. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, l'Union soviétique déclarait persona non grata George Grimsky, correspondant à Moscou de l'agence américaine Associated Press. Riposte rapide de la nouvelle administration américaine. Dans ces conditions, Vladimir Alexeyev, employé par l'agence TASS, aura lui aussi une semaine pour rentrer dans son pays. Est-ce le signe d'une nouvelle attitude de l'administration américaine à l'égard de l'Union soviétique? Pierre Salinger, qui fut conseiller de presse du président Kennedy, nous donnera son point de vue dans le journal de 23h30.
Au Proche-Orient, va-et-vient diplomatique du secrétaire général de l'ONU, M. Waldheim. Après l'Égypte, la Syrie et plus de 9 heures d'entretien hier pour Kurt Waldheim avec les dirigeants syriens, ici avec le président Assad. Entretien qualifié d'ailleurs de très franc et constructif par le secrétaire général de l'ONU, qui a affirmé que le président Assad était disposé à apporter sa contribution pour faciliter aussi bien la réactivation de la conférence de Genève que le règlement du conflit au Proche-Orient. Damas se serait, dit-on, d'autre part engagé auprès de Kurt Waldheim à convaincre les Palestiniens à adopter une attitude compréhensive à l'égard des négociations israélo-arabes. Damas aurait enfin énormément facilité la rencontre Waldheim-Arafat, que l'on voit ici s'en aller et prendre congé du secrétaire général de l'ONU. Dans une conférence de presse tenue peu après, Kurt Waldheim a souligné qu'il était évident que toute future solution de la crise israélo-arabe devrait être fondée sur le règlement du problème palestinien. Il faudra attendre la fin de la mission Waldheim et surtout sa visite plus tard à Jérusalem, après l'Arabie Saoudite où il est arrivé aujourd'hui, pour savoir si ces résultats sont vraiment encourageants. France, les polémiques pour les municipales. Suite. Dans la majorité, Yves Guénard réplique à Jacques Dominati, lequel disait cette semaine que Jacques Chirac ne sera jamais élu maire de Paris. C'est un enjeu national, répond le délégué politique du RPR. Le rassemblement concentrera la majorité de ses efforts sur la bataille pour Paris et Jacques Chirac sera élu maire. À gauche, Gaston Defferre affirme au Club de la Presse d'Europe 1 ce soir que les socialistes ne rompront pas leur pacte avec les communistes et les radicaux de gauche s'ils perdent les prochaines élections législatives. Il n'y aura pas de renversement d'alliance, affirme le député maire de Marseille. Mais Charles Fitterman, secrétaire du Parti communiste, s'en prend à Gaston Defferre parce que, dit-il, il refuse d'appliquer à Marseille, dans sa ville, l'accord d'union dès le premier tour des municipales. En adoptant la même attitude qu'en 71, on aboutira, dit M. Fitterman, à la même amputation de la représentation à laquelle le PC a droit en fonction de son influence. Ce n'est pas la bonne voie pour renforcer l'union. En Bretagne, les élus socialistes locaux décident de ne pas participer aux manifestations organisées demain et après-demain à l'occasion du voyage du président de la République. Le FLB, Front de Libération de la Bretagne, a revendiqué l'attentat commis ce matin contre la cité administrative de Redon, en Ille-et-Vilaine, et également celui qui a provoqué d'importants dégâts matériels, toujours cette nuit, au centre de redevance de la radio-télévision à Rennes. Le président de la République prononcera 3 discours pendant son voyage en Bretagne sur l'ensemble des problèmes de la région, son économie bien sûr, la protection du littoral aussi. Littoral, économie, la pêche. Et si c'était à reprendre, je ne referais pas. Je chercherais un autre métier. Quoique, il y a assez de chômage ailleurs, mais... Pourquoi? Enfin, pourquoi? Parce que je trouve que les autres, ben, ils font autant que nous, et puis c'est beaucoup plus facile, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes marin? Je suis un marin depuis l'âge de mes 12 ans, donc ça fait 41 ans. Et quand vous comparez avec avant, il y a quand même une évolution qui vous est favorable, non? Ah oui, certainement, il y a beaucoup d'appareils maintenant, hein. Il y a beaucoup de progrès là-dedans, hein. C'est plus facile de travailler maintenant. Mais le progrès, ça nous fait travailler plus aussi, parce qu'avant, on travaillait pas nuit et jour, tandis que maintenant, il faut faire 24 sur 24. Il y a actuellement plus de 35 000 marins-pêcheurs en France, mais comme un emploi à la mer représente 3 emplois à terre, on peut estimer que la pêche aujourd'hui fait vivre plus de 130 000 personnes, sans compter les éleveurs d'huîtres et de moules. Encore faut-il ne pas confondre, le petit patron que nous venons de voir rentre tous les soirs au port, il fait la semaine de 5 jours. Mais le tiers des pêcheurs pratique ce qu'on appelle la pêche au large ou la grande pêche. Les sorties durent alors près de 20 jours. Le problème aujourd'hui, c'est qu'un nombre important de bateaux sont désarmés sans être remplacés. Nous sommes en présence d'un outil de travail qui vieillit et rien n'est prévu pour son remplacement. À tel point que les carnets de commandes de navires de tout tonnage, tant en pêche industrielle qu'en pêche artisanale, les carnets de commandes sont vierges et compte tenu de l'augmentation du coût de la construction et du coût de l'exploitation à travers de postes tels que le carburant qui est extrêmement important dans l'exploitation d'un navire, personne ne se lance dans la construction de nouvelles unités maintenant. 1975 a été une année de crise pour la pêche en France. 1976, pour autant qu'on puisse déjà en juger, 76 a connu un net redressement. Entre ces 2 années, en effet, le chiffre d'affaires global a augmenté de 18%. Une revalorisation qui compense largement la hausse du coût de la vie, mais qui pour la pêche n'est pas suffisante. Ce n'est pas suffisant encore, parce que
le carburant pèse d'un poids de plus en plus lourd dans les comptes d'exploitation parce que la construction navale a fait plus que doubler en 3 ans, parfois. Et dans ces conditions, je ne suis pas persuadé que toutes les familles de la pêche puissent produire, au terme de 1976, des comptes d'exploitation équilibrés et des bilans assainis. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que la pêche contribue fortement au déséquilibre de la balance des paiements française. L'année dernière, le déficit était de l'ordre d'1,5 milliard de francs, un déficit que pourrait arriver à combler partiellement l'aquaculture. En l'occurrence, il ne s'agit pas de réensemencer la mer, mais d'élever des poissons comme on élève des poulets, depuis l'œuf jusqu'à la taille commerciale. On pourrait ainsi produire les variétés de poissons que la France importe de plus en plus massivement. Alors les avantages, je crois qu'on les voit assez facilement, surtout dans une période où, pour notre pays comme pour bien d'autres, les problèmes de la pêche vont être extrêmement difficiles. On aura de plus en plus de mal à trouver un tonnage suffisant, et donc il y a un relais qui va commencer à être pris peu à peu, qui mettra un certain nombre d'années, car nous allons pouvoir assurer dans les années qui viennent, pour des espèces comme par exemple le saumon, le turbo, la sole, un certain nombre de crustacés, de crevettes notamment, nous allons pouvoir commencer à assurer un relais dans la production. Le malheur pour l'instant dans le domaine de l'aquaculture, c'est qu'on n'en est encore qu'au stade expérimental. Les limitations du droit de pêche dans la mer du Nord et près des côtes canadiennes ne seront pas compensées de sitôt. Enfin, ici, au Centre océanologique de Bretagne, on sait bien que l'aquaculture ne peut pas résoudre dans l'immédiat le problème de l'emploi pour les pêcheurs. L'aquaculture peut être un moyen de reconversion pour les enfants de pêcheurs qui ne pourront plus continuer la carrière, la profession de leurs parents. Et même, disons, pour une petite partie de cela. Mais, disons, il serait totalement utopique d'espérer qu'actuellement, l'aquaculture puisse fournir les animaux dont la pêche française manque. Pourtant, il est certain maintenant que l'aquaculture est une solution d'avenir. À l'horizon 1985, les spécialistes pensent qu'on pourra sérieusement faire régresser les importations, japonaises notamment. Reste que les autres ressources du littoral sont nombreuses et pourraient procurer en partie les emplois de reconversion dont manque la Bretagne. Par exemple, on étudie actuellement les moyens de transformer du gravier sous-marin en ciment. De tout cela, Valéry Giscard d'Estaing parlera demain. Le thème de son premier discours à Dinan tient en 2 phrases. Il ne s'agit plus seulement de préserver le littoral, il faut maintenant apprendre à l'exploiter. Affaire criminelle, les arrestations de gangsters, pistolets au poing, policiers d'un côté, gangsters de l'autre, constituent l'exemple type du flagrant délit. Quand les malfaiteurs sont jugés, pas de contestation possible, la police est intervenue pour arrêter l'exécution du méfait. Théoriquement, les coupables qui étaient en armes seront jugés sans indulgence. Il y a eu une arrestation de la sorte à Paris ce vendredi dans le 17e arrondissement, après un hold-up dans une agence du Crédit du Nord. Et on parlera à partir de demain en justice d'une autre affaire, plus ancienne, qui avait abouti à l'intervention de la brigade anti-gang sur les Champs-Élysées, en plein Paris. Eh bien, après la prise d'otage de l'avenue de Breteuil, nouvelle forme de délinquance, les gangsters viennent d'ailleurs d'être condamnés à perpétuité aux assises de Paris, l'affaire de ce qu'on a appelé le hold-up du Figaro représente l'une des nouvelles formes de répression, ou plutôt de prévention de la police. Nous allons voir ça. Durant plusieurs jours, en effet, on va revenir sur les détails de cette affaire, en réalité fort simple. 4 malfaiteurs et un indicateur du coup, un journaliste de 55 ans, qui ont voulu s'emparer le 28 décembre 1973 des doubles mois du personnel du Figaro. Comment s'étaient-ils rencontrés et surtout compris? Cela sera intéressant à voir. Mais au rendez-vous, ce jour-là, il y avait aussi la brigade anti-gang qui soupçonnait, qui savait. Comment, depuis combien de temps, pourquoi? Autant de questions dont les réponses dessineront la tactique employée par les policiers pour pénétrer le milieu, nouveau ou ancien, et surprendre les gangsters sur le fait. À noter que ce procès va aussi être celui de ce qu'on appelle le commencement d'exécution, c'est-à-dire la preuve réclamée par le code pénal pour considérer qu'il y a eu crime. Si la police intervient avant, la preuve est trop mince ou même inexistante. Si la police intervient après, elle risque de ne rattraper personne. Lorsque les gangsters se sont enfuis, poursuivis par les policiers, une fusillade a éclaté sur les Champs-Élysées. Un homme qui passait par là, par hasard, en est mort.
Ce dossier sera aussi celui des risques que ne peut prendre, ou au contraire que doit prendre, un policier afin d'arrêter un criminel qui s'enfuit. En somme, jusqu'où cela vaut-il la peine d'aller pour arrêter un coupable? Vous le voyez, cette histoire de gangster ressemble à un feuilleton de roman policier que le Figaro se serait cette fois bien passé de publier. C'est ça, Zim Zim 3 fois et c'est à moi. Les turfistes aujourd'hui à Vincennes attendaient bien sûr le tiercé, 5e course, mais aussi Bellino 2, que son propriétaire, en dépit de nombreux conseils, avait décidé de refaire courir dans le Prix de France avec un trop long handicap. C'est l'instant précis où Fato, le 16, porte son attaque. En quelques mètres, il va se détacher irrésistiblement. Derrière lui viennent Ferroqui, Frisson du Cœur et Gosse d'Ovry. Il reste 500 mètres à parcourir. Fato, qui déploie de magnifiques battues, ne fait qu'accentuer son avance. Du peloton, on voit surgir Fanfan de Boer, le 18, qui fait un très bon effort. Derrière, Ferroqui s'accroche, Fille Princière et Florella sont tout près. Dès le début de la ligne droite, pour Fato, c'est déjà gagné. Fanfan de Boer se lance à sa poursuite. Ferroqui faiblit, Fille Princière et Florella sont à la lutte pour la 3e place. À mi-ligne droite, Camille Bottoni ralentit Fato, car sa victoire ne fait plus aucun doute. Fanfan de Boer restera facilement 2e. Après lutte, la 3e place reviendra à Florella. Le tiercé, le 16, le 18 et le 15. Nous sommes dans le dernier tournant du Prix de France. Dimitria, le 9, a l'avantage le long de la corde. Devant Dinespé et les Hasards. Bellino 2, lui, est complètement à l'extérieur. L'allure depuis le départ est extrêmement rapide. Dès le début de la ligne droite, Dimitria est attaqué par Eleazar. Katarina est tout près. Quant à Bellino 2, avec son bonnet rouge, à gauche de votre écran, il laisse partir ses adversaires. À mi-ligne droite, Dimitria et Eleazar sont exactement sur la même ligne. Bellino 2 est battu. C'est sur le poteau qu'Eleazar dominera sa compagne d'écurie Dimitria. Un magnifique doublé pour Léopold Verreken, une très belle victoire pour Eleazar. Et Thierry Roland, beaucoup de tristesse pour Bellino 2. Oui, c'est dommage. Je crois que c'est dommage d'avoir gâché par cette course qui, je ne le pense pas, ce ne sera pas la course de trop. C'est dommage d'avoir gâché l'image de Bellino 2 rentrant au box avec le drapeau tricolore dimanche dernier et battu aujourd'hui. Fantastique effort, oui. Un fantastique effort, et on peut du reste le comparer à celui qu'avait réalisé Eleazar, car Eleazar avait pratiquement terminé dans la même foulée que Bellino 2, mais aujourd'hui, Eleazar n'avait pas à rendre 25 mètres comme Bellino 2, ce qui était sur cette distance tout à fait impossible. Bellino 2 a fait ce qu'il a pu, et je regrette pour ma part que cette course, il l'ait disputée contre l'avis de son driver, Jean-René Goujon, qui tout au long de la semaine avait bien précisé qu'à son avis, le cheval aurait dû déjà être au haras et surtout ne plus courir, rester sur l'image qu'il avait laissée de triple vainqueur du Prix d'Amérique. Il y a eu des cas comparables déjà? Eh bien non, il n'y a pas eu de cas comparable, mais je me souviens par contre d'un cheval que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Romantisme, qui était un fantastique sauteur de haie, qui était un très bon cheval de Longchamp, où il avait gagné des grandes épreuves, et qu'on a mis sur le steeple alors qu'il était vers la fin de sa carrière. Le cheval s'est tué en course. Ça n'arrivera pas bien sûr à Bellino 2, mais je crois qu'on peut comparer ces deux exemples. Lorsqu'on a fait toute sa carrière, on a droit à un repos, le repos du bon serviteur. Oui, c'est décidément bien triste. En ski, le vainqueur du jour, comme il s'agit du slalom spécial du Kandahar à Saint-Anton, le vainqueur du jour, c'est Ingemar Steinmark, un habitué du palmarès. J'ai très mal skié. Voilà les seuls mots que va prononcer le peu loquace Ingemar Steinmark à l'arrivée de ce nouveau slalom comptant pour la Coupe du Monde. Cet homme du Grand Nord est un garçon heureux pourtant. Désormais, la victoire en Coupe du Monde ne doit plus lui échapper. Aujourd'hui encore, il a fourni une nouvelle preuve de son talent. C'est sa 5e victoire depuis le début de la saison. Certes, le succès du Suédois est peut-être moins net que d'ordinaire, car Steinmark a pour habitude de marquer les courses de bout en bout, en remportant très souvent les deux manches. Il a dû se contenter cette fois du 4e meilleur temps dans la seconde manche pour remporter l'épreuve avec 9 centièmes de seconde d'avance sur le brillant Autrichien Klaus Heidegger. Ingemar Steinmark porte néanmoins à 19 points son avance sur l'Autrichien Klammer au classement général de la Coupe du Monde. A noter aujourd'hui la 7e place d'un Japonais, Kaiwa, inconnu en Europe. Bientôt, il partira en première série. C'est aussi l'un des enseignements de cette journée.
En football, Thierry, tout de même un peu d'inquiétude pour Saint-Étienne. Oui, décidément, en championnat, les Stéphanois n'arrivent pas à s'exprimer à l'extérieur. Ils ont encore été battus, et battus sévèrement aujourd'hui à Sochaux 4-0, alors qu'il y a 15 jours, par exemple, sur ce même terrain du Stade Bonal à Sochaux, Lens avait gagné par 5-1. Vous voyez que la différence est importante. Quel écart hein? Je crois qu'en ce qui concerne le championnat, les Stéphanois ont tiré un grand trait dessus, ça c'est évident. Il leur reste maintenant. Ils sont dans la même position un peu que le Bayern l'an passé, qui était battu dans son championnat et qui devait absolument gagner la Coupe d'Europe. Oui, mais dites-moi, Liverpool galope en tête en Angleterre pendant ce temps. Oui, Liverpool a gagné 4-1 hier samedi. Nous avons vu les buts à Stade 2 il y a quelques minutes, là, des jolis buts. Toshak est en forme, Highway aussi, Keegan aussi. Ce sera difficile, mais malgré les faux pas de Saint-Étienne en championnat, vous savez, Jean, il ne faut pas retirer la confiance que l'on peut avoir à l'encontre des Verts qui se sont toujours surpassés en Coupe d'Europe et qui sont encore capables de le faire à cette occasion. Le dieu du football m'en préserve. Merci Thierry. Le temps demain sera encore humide, mais avec de belles éclaircies. Humide surtout dans l'est et le nord-est. L'après-midi sur l'Atlantique, la Manche et le centre. Les températures resteront très douces pour la saison. Ce dimanche, avec un thermomètre qui montait au-dessus de 20 degrés dans le midi, on a même vu des courageux, des gens du midi bien sûr, piquer une tête dans une eau encore fraîche. Quelques amandiers sont déjà en fleurs, mais à défaut de celles de février, les agriculteurs redoutent les gelées de mars. Bonne soirée quand même. Générique. Voilà. Plus qu'une solution politique, il faut, dit le professeur Olivenstein, une réflexion globale. À Windsor, la reine Elisabeth a célébré le 25e anniversaire de son accession au trône. Dès demain, le président de la République sera en Bretagne pour une visite de 2 jours. 16, 18, 15, il rapporte dans l'ordre et pour 5 francs, 4347 francs 50. 23h20, la dernière édition du journal d'Antenne 2.